Si vous avez grandi en France entre les années 60 et les années 2000, vous avez forcément croisé au moins une voiture de cette liste. Et il y a des chances que ça vous ait coûté cher, en argent, en air ou en vacances gâchées. Les constructeurs préfèrent qu'on oublie, les magazines sont passés à autre chose, mais pas nous. Aujourd'hui, on ouvre le dossier, 13 voitures, 7 décennies et toutes les preuves sur la table. On a fouillé les archives, décortiqué les tests des sites spécialisés, lu des centaines de témoignages de propriétaires sur les forums et recoupé le tout avec les rappels constructeurs et les statistiques de panne. Et cette histoire commence dans les années 50, avec une petite italienne de 21 chevaux, où les passagers devaient descendre pour aider la voiture à monter une côte. En 70 ans, les constructeurs n'ont jamais arrêté de nous vendre des catastrophes. Ils ont juste appris à mieux les emballer. Voici les 13 pires, en ordre chronologique. C'est parti. On est dans les années 50. L'Europe se reconstruit, l'Italie veut motoriser les masses et Fiat sort la Multiplace 600. 6 places dans un format minuscule. Sur le papier, c'est du génie. Dans la vraie vie, c'est un toboggan sur roue. Parce que le concept est rudimentaire. Déjà, à l'intérieur, on est assis les genoux contre le tableau de bord, les coudes contre le voisin, et on sent chaque caillou de la route remonter directement dans la colonne vertébrale. Le moteur arrière fait 633 cm3, 21 chevaux et demi. Vous avez bien entendu, 21 chevaux pour tracter 6 adultes, plus les bagages, plus la belle-mère. Et ça s'entendait, un miaulement aigu, essoufflé, qui montait dans les tours comme un réveil matin en colère dès que la route s'inclinait d'un demi%. En côte, il arrivait que les passagers descendent pour aider la voiture à monter. C'est pas une blague, c'est un mode d'emploi. Et le pire, c'est la sécurité. Aucune zone de déformation, pas de ceinture de série. En cas de choc frontal, le conducteur était assis pratiquement sur l'essieu avant. Autrement dit, c'est lui qui servait de zone d'absorption. Ajoutez à ça une corrosion galopante en bord de mer et vous obtenez un véhicule qui avait la durée de vie d'un château de sable à marée montante. Aujourd'hui, on la croise parfois dans un musée ou un rassemblement de passionnés. On sourit, on prend une photo et on remercie le ciel de ne pas avoir à monter dedans pour rentrer à la maison. La Multiplace 600, c'est l'ancêtre du monospace, une idée brillante exécutée avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire presque rien. 6 places, 20 chevaux. C'était la seule voiture où le passager pouvait pédaler plus vite que le moteur. Mais si vous pensez que les années 50 ont été tendres avec les automobilistes, attendez de découvrir ce que Renault a infligé au monde entier avec sa Dauphine. Plus de 2 millions d'exemplaires vendus, reine des ventes en France de 1957 à 1961, et classée parmi les pires voitures de tous les temps par le magazine Time. Comment c'est possible? La Dauphine, c'est la France des 30 glorieuses sur 4 roues. Moteur Ventoux à l'arrière, une trentaine de chevaux, et cette silhouette ronde que tout le monde reconnaissait dans la rue. Si vous avez grandi dans les années 60, vous connaissez le son. Ce bourdonnement nasillard qui montait depuis l'arrière, on l'entendait avant de l'avoir tournée au coin. Elle mettait 32 secondes pour atteindre le 100 km/h, ce qui lui donnait un sérieux désavantage en course face à du matériel agricole. Mais en France, on s'en fichait. Elle a motorisé le pays. Alors Pierre Dreyfus, le patron de Renault, se dit « On va conquérir l'Amérique ». Showroom sur Park Avenue à New York, mai 1957. En 1959, près de 100 000 Dauphines sont vendues aux États-Unis. La France exulte. 2 ans plus tard, c'est la catastrophe. Les ventes s'effondrent de 40%. Des milliers de Dauphines invendues rouillent sur les parkings des ports américains. Certaines seront même reconverties en voitures électriques artisanales plutôt que rapatriées. La rouille était tellement calamiteuse que le magazine Time écrira cette phrase devenue légendaire. Si vous vous teniez à côté, vous pouviez l'entendre rouiller. Pour une petite Française, c'est un sacré palmarès. Et au volant, il fallait avoir le cœur accroché. 61% du poids sur l'essieu arrière. En virage un peu rapide, l'arrière partait sans prévenir. Cette sensation soudaine où le volant devient léger et où l'estomac se noue. L'astuce des propriétaires, un sac de sable dans le coffre avant. Pas un correctif d'ingénieur, un truc de débrouillard. Aux États-Unis, pas de réseau, pas de garagiste, pas de pièces. Résultat, la Dauphine a plombé l'image de toutes les voitures françaises outre-Atlantique pendant des décennies. C'est pas seulement Renault qu'elle a coulé, c'est Peugeot, Citroën, Simca, tous dans le même bateau rouillé. La Dauphine, c'est un peu comme un rendez-vous galant, brillante au premier regard, mais dès que tu creuses un peu, tu découvres la rouille. Et 20 ans plus tard, Renault va recommencer exactement la même erreur en y ajoutant la pire campagne de publicité de l'histoire automobile française.
Quand le département marketing de votre constructeur compare votre voiture à une poire et que le public retient surtout l'expression « bonne poire », c'est-à-dire l'idiot qui se fait avoir, c'est que quelque chose a profondément dérapé. La R14 arrive en 1976 pour remplacer la R6 et s'intercaler entre la R5 et la R12. Design avant-gardiste de Robert Broyer, habitabilité bluffante, traction avant et un moteur X de 1218 cm3 conçu avec Peugeot. Sur le papier, c'est une voiture honnête. Et franchement, au volant, elle n'était pas désagréable. Direction légère, siège correct et un silence de roulement plutôt bon pour le segment. Le problème n'était pas ce qu'on ressentait en conduisant, c'était tout le reste. Sauf que ce moteur, issu de la Peugeot 104, va provoquer un rejet interne chez Renault. Les concessionnaires rechignent à vendre et surtout à réparer une mécanique ennemie. La R14 se fait saboter par son propre réseau. C'est humiliant. Et puis arrive la campagne Publicis. Une poire, c'est confortable, coupons la poire en deux, une poire qui a la pêche. Les créatifs étaient fiers. Les Français, eux, ont retenu un seul message. Acheter cette voiture, c'est être une bonne poire. Derrière l'image, il y avait des vrais problèmes. Marche arrière enclenchable par erreur en passant la 4e. Manivelle de fenêtre qui se dévissait dans la main. Fuite d'eau par le haillon, corrosion naissante sur des voitures encore récentes. Objectif de départ, 2 millions d'exemplaires. Résultat final, 999 093. Même le million symbolique lui a échappé. Les R14 TS de 1979, avec le moteur 1.4 de 69 chevaux, étaient pourtant de bonnes voitures. Techniquement honnêtes, tuées par leur image. C'est la seule voiture de l'histoire où la pub a fait plus de dégâts que la rouille. Et la rouille n'était pas en reste. Renault a au moins pu blâmer Publicis. Les Italiens, eux, n'avaient personne d'autre à accuser que leurs propres usines. L'Alfa Sud avait le meilleur châssis de sa catégorie. La Fiat Ritmo avait un style audacieux signé Bertone. 2 voitures brillantes à conduire, 2 voitures mortes de rouille avant 5 ans. L'Alfa Sud sort de l'usine de Pomigliano, près de Naples, un projet censé industrialiser le sud de l'Italie. Moteur boxer à plat, tenue de route saluée par toute la presse européenne. Et c'est vrai, au volant d'une Alfa Sud, le plaisir était immédiat. Une direction vive, un train avant qui collait à la route, un moteur boxer qui chantait dans les tours avec ce ronronnement à plat si particulier. Vous compreniez en 30 secondes pourquoi les essayeurs en étaient fous. La Ritmo remplace la 128, vendue massivement en France. Tout semblait en place. Sauf que la tôle de l'Alfa Sud provenait de stocks soviétiques, qualité inférieure, traitement anti-corrosion quasi inexistant et une usine en climat humide. Le résultat est consternant. Des acheteurs français ont signalé des bulles de rouille sur des voitures neuves dans les 6 premiers mois. En Allemagne, le TÜV refusait régulièrement la recertification d'exemplaires de moins de 5 ans. En France, le contrôle technique n'existait pas encore. Il n'arrivera qu'en 1992, ce qui a permis à des épaves roulantes de circuler bien plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Pour un Français de 60 ans, ces Italiennes incarnent le coup de cœur qui coûte cher. Elles ont durablement installé l'idée que voiture italienne égale galère, un préjugé que Fiat et Alfa traînent encore aujourd'hui. On disait que les Alfa Sud rouillaient à vue d'œil. C'est faux. Elles rouillaient aussi la nuit, quand personne ne regardait. Les Italiens avaient au moins l'excuse du soleil. Mais que dire d'une voiture yougoslave vendue en France au prix d'une occasion, qui se comportait comme une occasion fatiguée dès la sortie du concessionnaire ? Dans les années 80, l'importateur Chardonnay tente le pari du low-cost avant l'heure en France. Il propose une petite yougoslave dérivée de la Fiat 127, la Yugo Coral. Une voiture neuve pour le prix d'une R5 d'occasion. Sur le papier, c'est malin. Dans la réalité, c'est la loterie mécanique. Fabriquée à Kragujevac, en Yougoslavie, la Yugo n'avait pas un défaut principal. Elle avait tous les défauts en même temps. Dès qu'on s'installait, l'odeur de plastique bon marché vous piquait le nez. On fermait la portière et le son creux, métallique, vous disait tout ce qu'il fallait savoir. Sur la route, tout vibrait. Le volant, le levier de vitesse, le rétroviseur, comme si la voiture essayait de se démonter toute seule en roulant. Finition bas de gamme, ajustement de carrosserie approximatif, corrosion rapide, électricité capricieuse. Tout était pitoyable. En même temps. En France, elle est restée marginale et moquée. La leçon reste valable en 2026. Une voiture neuve à prix cassé peut coûter plus cher sur 5 ans qu'une occasion robuste d'une marque reconnue. C'était la seule voiture où tu payais le prix d'une neuve pour avoir les problèmes d'une occasion rincée dès le premier kilomètre. La Yugo, au fond, c'est presque attendrissant, on ne pouvait pas en attendre grand-chose. Mais quand une vraie marque historique comme British Leyland vous vend une compacte qui prend l'eau, qui fuit de l'huile et dont les ouvriers étaient en grève un jour sur 2, là, on change de registre.
L'Allegro arrive en France au milieu des années 70 avec une promesse de modernité britannique. Elle devait remplacer l'Austin 1100/1300 et concurrencer les Renault 12, R14, Simca 1100. Et techniquement, sa suspension Hydragas lui donnait un confort et une tenue de route honorable, bien meilleure que sa réputation. Sur un bon bout de route, l'Allegro vous berçait avec une douceur surprenante, absorbant les bosses comme une voiture d'un segment au-dessus. Le problème, ce n'était pas le concept, c'était l'exécution. On montait dedans et on découvrait des joints de portière qui ne fermaient pas droit, une odeur d'humidité qui ne partait jamais et un faisceau électrique qui vivait sa propre vie. Des usines British Leyland paralysées par des grèves à répétition, un contrôle qualité quasi inexistant certains jours et des finitions lamentables qui plombaient la confiance dès le premier essai. L'auto-journal de l'époque ironise « Ne pas confondre Allegro et allégresse ». Fuite, électricité capricieuse, composants qui lâchaient sans prévenir. Pour ceux qui ont connu ces voitures, l'Allegro résume une phrase que beaucoup de propriétaires de petites anglaises connaissent par cœur. Mécaniquement sympa, mais tu passes ta vie sous le capot. L'Allegro, c'est un peu comme un bon groupe de rock anglais. Sur scène, c'est génial, mais en coulisses, ça finit souvent en drame autodestructeur. Les Anglais avaient au moins l'excuse des grèves. Mais quand Renault décide, en pleine euphorie high-tech des années 80, de coller un tableau de bord digital et une voix synthétique dans une compacte, sans s'assurer que ça tiendrait plus de 2 ans, on entre dans un tout autre registre. Au début des années 80, c'est la folie du Minitel, de l'informatique personnelle, de K2000 à la télé. Renault surfe sur la vague et sort la R11 électronique. Affichage digital de la vitesse, ordinateur de bord, consommation instantanée et une voix synthétique qui vous parlait. En 1983, c'était une vraie démonstration technologique, bien avant que les tableaux de bord digitaux deviennent la norme 30 ans plus tard. Quand on montait dedans pour la première fois, c'était un choc visuel, des chiffres verts lumineux à la place des aiguilles, un écran qui défilait comme un tableau de bord de navette spatiale. On avait l'impression de conduire le futur. Le problème, l'électronique de 1983 n'était absolument pas conçue pour survivre 10 ans dans un habitacle soumis aux vibrations, à l'humidité et au froid. C'est hallucinant à quel point ça a mal vieilli. Les témoignages sur les forums de passionnés sont en série. Compteur de vitesse intermittent, ordinateur de bord qui affiche 0,1 litre au 100 en pleine montée du col du Galibier, module qui clignote tout seul et la fameuse voix synthétique qui, au bout de quelques années, émettait des sons incompréhensibles, un peu comme un robot qui parlerait sous l'eau après 3 verres. La R11 électronique, c'est la preuve que plus il y a de gadgets, plus il y a de choses qui peuvent tomber en panne. Cette leçon-là, retenez-la bien, parce qu'on va la retrouver 3 fois dans la suite de ce classement et à chaque fois, les conséquences seront plus graves. La R11 électronique, au fond, c'était un gadget rigolo qui a mal tourné. Mais quand Citroën met de la haute technologie dans une familiale vendue à 2,3 millions d'exemplaires, là, les conséquences sont autrement plus sérieuses. Je sais déjà ce que vous êtes en train de penser. La BX, dans un classement des pires voitures, il est devenu fou. Et je vous comprends. Parce que la BX, c'est une voiture que beaucoup d'entre vous ont adorée. Design signé Marcello Gandini chez Bertone, suspension hydropneumatique héritée de la DS et de la CX, plus de 2,3 millions d'exemplaires vendus. Et si vous en avez approché une, vous n'avez pas oublié le son. Ce gémissement aigu de la pompe hydraulique au démarrage, suivi du sifflement de la suspension qui monte, la voiture qui se hisse lentement sur ses pattes, comme un animal qui se réveille. Aucune autre voiture au monde ne faisait ce bruit-là. Et sur autoroute, la BX avalait les imperfections du bitume comme si la route était en velours. Les passagers s'endormaient à l'arrière comme dans un TGV. Et un truc que peu de gens connaissent, l'hydropneumatique permettait de se passer de cric pour changer une roue. On calait la caisse, on baissait la suspension et la voiture se soulevait toute seule du côté voulu. Alors pourquoi elle est là? Parce que cette magie avait un prix, un réseau de tuyaux hydrauliques, de sphères sous pression et d'accumulateurs qui exige un entretien rigoureux. Le moindre oubli de vidange de LHM et la BX se transformait en séance de travaux pratiques. La fameuse tic-tic rapprochée des sphères fatiguées, les suspensions qui pompent, la voiture qui s'affaisse sur un côté en plein parking du supermarché, c'est capricieux au possible. Le problème de la BX, ce n'est pas la voiture, c'est qu'elle exigeait un propriétaire à la hauteur de son ingénierie. Une Golf, une 305, une R18, tu faisais ta vidange et tu n'y pensais plus. La BX, elle, te rappelait à l'ordre si tu oubliais quoi que ce soit.
Une BX bien entretenue, c'est l'impression de flotter sur un coussin d'air. Une BX négligée, c'est surtout un stage accéléré de plomberie hydraulique un dimanche après-midi. Et c'est précisément pour ça que je m'attends à une guerre dans les commentaires. Alors je vous pose la question directement. Est-ce qu'une voiture géniale qui tourne au cauchemar dès qu'on néglige l'entretien mérite sa place dans ce classement, ou est-ce que c'est la faute du propriétaire ? Pas de la voiture. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la BX, le propriétaire savait à quoi s'attendre. Citroën n'a jamais caché la complexité de son système, ce qui n'est pas le cas de la voiture qui arrive maintenant. Parce que quand Alfa Romeo vous vend une compacte sublime en promettant des distributions tous les 120 000 km et qu'il faut en réalité les faire à 60 000, là, on parle de trahison. Quand elle arrive en 2000, la 147 est la compacte la plus séduisante du marché. Design signé Giugiaro, intérieur valorisant, châssis joueur, élu voiture de l'année 2001, il suffisait de s'asseoir dedans pour comprendre. Le cuir du volant, la position de conduite basse, le son du moteur qui montait clair et sportif dans les tours, sur une petite route sinueuse, la 147 vous donnait des frissons, on se sentait pilote. Pour beaucoup de Français, c'est enfin l'italienne raisonnable. Tiens, voiture de l'année. Gardez ce détail en tête, parce que la prochaine voiture du classement a décroché le même prix un an plus tard. Et ça ne lui a pas mieux porté bonheur. Revenons à la 147. En essence, la distribution était annoncée à 120 000 km. Sauf qu'Alfa a discrètement ramené la préconisation à 60 000 km après une série de casses. Ajoutez un joint de culasse fragile sur les 1.6 avant 2003, une consommation d'huile élevée et le budget entretien explose. En diesel JTD, c'est un autre festival. Triangle avant qui lâche, embrayage fatigué trop vite, durite de turbo percé, problème d'ABS et la tristement célèbre boîte robotisée Célespeed, aussi traître qu'imprévisible. La 147, c'est la voiture du voisin passionné qui passait son temps au garage. Magnifique, agréable, mais tellement exigeante qu'elle pouvait saigner un budget retraite en un an. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui en a une et qui vous jure qu'il n'a jamais eu de problème, soit il ment, soit il a trouvé la licorne, soit il ne regarde jamais ses relevés bancaires. Une 147 bien entretenue, c'est de l'opéra italien. Du frisson, de la passion, de la beauté. Une 147 négligée, c'est surtout la note finale chez le garagiste qui vous fait pleurer. L'Alfa piégeait des passionnés avertis. La voiture qui arrive en numéro 4 a piégé des familles entières. Des gens qui voulaient juste un monospace tranquille pour emmener les enfants à l'école. Le premier C4 Picasso arrive en 2006. Grand pare-brise panoramique, tablette centrale, diesel HDI sobre, la promesse d'un salon roulant futuriste pour les familles françaises. Et il faut reconnaître, quand on s'installait au volant pour la première fois, l'effet waouh était réel. Ce pare-brise immense donnait l'impression de conduire dans une bulle de verre. La luminosité, l'espace, la vue dégagée, on se sentait dans un vaisseau spatial familial. L'idée, c'est d'emmener les enfants à l'école dans le confort. La réalité, c'est une usine à gaz miniature sous le capot avec autant de capteurs que de sources de panne potentielles. Frein de parking électrique, écran tactile, clim bisone, capteur de pression des pneus, turbo, FAP, EGR, chaque composant est un maillon de chaîne qui peut lâcher et immobiliser la voiture. Et sur un monospace familial, une immobilisation, ça veut dire papa qui appelle le dépanneur avec 3 enfants sur la banquette arrière et le petit dernier qui demande « On arrive quand ?» toutes les 30 secondes. En diesel, turbo fragile après 120 000 km, vanne EGR qui s'encrasse, injecteur sensible. En essence, chaîne de distribution bruyante des 80 000 km. Et en plus de tout ça, bug d'écran tactile, capteur ABS qui lâche, démarrage capricieux lié au frein électrique. La bande-son quotidienne du C4 Picasso fatigué, c'est un concert de bips d'alerte, un pour les pneus, un pour le frein, un pour le moteur, au point que certains propriétaires ne savaient même plus lequel ignorer en premier. C'est désastreux. Le C4 Picasso, c'est la voiture qui a fait basculer l'ère du monospace pratique vers l'ère des galères électroniques. Beaucoup de foyers ont découvert avec ce modèle que la modernité a un coût et qu'un monospace, pour être tranquille, peut devenir l'exact contraire. Sur le papier, c'était une salle de cinéma roulante pour les enfants. Dans les faits, c'est parfois surtout une machine à imprimer des factures. On entre maintenant dans le podium. Et les 3 prochaines voitures ont carrément entamé la confiance de millions de Français envers des marques entières. On commence avec une compacte qui a été voiture de l'année, tiens encore, avant de devenir l'une des plus redoutées du marché de l'occasion.
La 307 décroche le titre de voiture de l'année 2002, comme la 147 un an avant. À ce stade du classement, vous commencez peut-être à vous demander si ce prix ne serait pas une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Et vous avez raison de vous poser la question. Au lancement, la 307 cartonne. Look moderne, confort, habitabilité, diesel HDI à la mode. En concession, tout séduisait. Un habitacle lumineux, une assise confortable et ce petit diesel HDI qui ronronnait avec une douceur trompeuse. On signait le bon de commande avec le sourire. Elle doit faire oublier la 306 et asseoir le sérieux de Sochaux. Quelques années plus tard, elle figure en tête de toutes les listes de voitures d'occasion à éviter. Le multiplexage électrique, censé simplifier le câblage, s'est révélé être une source de panne en cascade. Essuie-glaces qui partent tout seuls, phares qui s'éteignent sans raison, verrouillage centralisé qui fait ce qu'il veut, airbag qui déclenche des alertes fantômes, c'est accablant. Et côté mécanique, turbo fragile avant 100 000 km sur les HDI, vanne EGR, volant moteur bimasse, poulie d'ampères, FAP à remplacement coûteux. La voiture économique en diesel pouvait coûter plus cher en panne qu'en carburant sur 5 ans. La 307 a transformé voiture de l'année en un avertissement plutôt qu'une recommandation. Peugeot avait inventé la voiture connectée, mais surtout connectée en permanence au réseau de son concessionnaire. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez autant que moi disséquer l'histoire automobile française, les triomphes comme les désastres. Abonnez-vous, parce que des classements comme celui-ci, c'est ce qu'on fait ici toutes les semaines. Maintenant, les numéros 2 et 1. Première voiture au monde à décrocher 5 étoiles Euro NCAP, ESP de série, carte main libre, une première mondiale grand public, clim automatique, capteur de pression des pneus, ordinateur de bord complet, la Laguna 2 devait être la vitrine technologique de Renault et en concession, elle en imposait. On s'asseyait dedans et on découvrait un silence de roulement impressionnant, une position de conduite enveloppante et cette sensation grisante de sortir la carte de sa poche, d'appuyer sur un bouton et de démarrer sans clé. En 2001, ça ressemblait au futur. Elle est devenue son plus grand cauchemar et elle le reste 20 ans après. Vous vous souvenez du fil rouge de cette vidéo? La R11 électronique avec ses gadgets qui disjonctaient, le C4 Picasso avec ses capteurs en cascade, la 307 avec son multiplexage fou. Eh bien, la Laguna 2, c'est le point d'arrivée de cette escalade, le sommet de l'électronique de masse mal maîtrisée. La carte de démarrage qui refuse de reconnaître son propre propriétaire, des portes qui ne verrouillent plus, des tableaux de bord et calculateurs qui lâchent sans prévenir, des voyants qui s'allument comme un sapin de Noël un soir de réveillon. Et ce bong d'alerte électronique en boucle, bong, 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 qui vous accompagnait sur des kilomètres sans que personne, ni vous, ni le garagiste, ne sache exactement ce qu'il essayait de vous dire. Des immobilisations interminables en atelier faute de diagnostic clair. 622 témoignages de panne référencés sur fiche-auto.fr rien que pour la Laguna 2. En Allemagne, elle a fait plonger Renault dans les dernières places du Pannenstatistik de l'ADAC, les statistiques de panne routière. Un propriétaire sur Caradisiac résume la situation en une phrase. Il n'est pas possible de passer 15 000 km sans un problème quelque part. C'est dévastateur. Mais il faut être honnête, les phases 2, produites après 2005, surtout en essence, sont significativement plus fiables. La réputation catastrophique vient surtout des phases 1 en diesel. Le problème, c'est que dans l'esprit des gens, c'est trop tard. Le mal est fait. Quand vous dites Laguna 2 en 2026, personne ne vous demande phase 1 ou phase 2. On vous regarde juste avec de la pitié dans les yeux. C'était la première berline 5 étoiles en crash test. Mais beaucoup de clients ont surtout eu l'impression de percuter de plein fouet un mur d'électronique pas fini. On a commencé dans les années 50 avec des casseroles qui rouillaient et qui fumaient. On a traversé les gadgets mal ficelés des années 80, les désastres électroniques des années 2000. Et on arrive au bout de ce voyage, à l'ère moderne. Un SUV joli, bien équipé, que vous croisez tous les jours sur la route. Et le problème n'est pas la voiture elle-même, c'est son moteur. On termine ce voyage avec un cas à part. Pas une seule voiture, mais un moteur. Le 1.2 PureTech de PSA. Et le modèle qui l'incarne le mieux, c'est le Peugeot 2008 première génération. Au début des années 2010, PSA veut répondre au diesel bashing ambiant avec un petit 3 cylindres essence moderne, léger et sobre. Il se retrouve partout. Peugeot 208, 2008, 308, 3008, Citroën C3, C3 Aircross, C4, DS3, même l'Opel Corsa.
Des millions de voitures sur les routes françaises. L'innovation clé, la courroie de distribution baigne dans l'huile moteur. Concept dit courroie humide, censé réduire les frottements et prolonger la durée de vie à 10 ans. Et au volant, au départ, rien à redire. Le petit 3 cylindres tourne rond, consomme peu. Le 2008 est agréable, au perché, facile à garer. On comprend pourquoi il cartonne. Et puis le cauchemar commence. D'abord un claquement discret au démarrage à froid, puis le voyant d'huile. Vous rajoutez 1 litre, puis 2, puis 3 en quelques semaines. Et un jour, en pleine accélération, un bruit métallique sourd. La courroie s'est disloquée dans son bain d'huile. Les débris ont colmaté la crépine de la pompe. La lubrification s'effondre. Devis 7 000 à 8 000 euros. Et ce n'est même pas le pire. La pompe à vide, qui alimente le freinage assisté, peut aussi être touchée. La pédale de frein durcit. Vous appuyez et rien ne se passe comme prévu. La Commission européenne avait alerté 14 pays dès novembre 2020. On ne parle plus de fiabilité, on parle de sécurité. Pourquoi le 2008 plutôt qu'une 208 ou une C3 ? Parce que c'est un SUV, vendu plus cher, acheté par des familles et des retraités qui voulaient un véhicule sérieux et utilisé exactement de la façon qui tue ce moteur. Trajet court, démarrage fréquent, huile qui n'atteint jamais sa température optimale. C'est scandaleux. Les chiffres donnent le vertige. 500 000 moteurs potentiellement concernés en France. Le SSMVM a ouvert une enquête en juin 2025. L'association Victimes du PureTech rassemble plus de 5 000 conducteurs dans une action collective contre Stellantis. Stellantis a étendu la garantie jusqu'à 10 ans et 175 000 km, mais c'est conditionné au suivi de l'entretien constructeur. Si vous avez sauté une vidange, bonne chance. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus profond qui devrait déranger tous ceux qui sont attachés à l'industrie automobile française. La France, c'est le pays qui a inventé l'automobile. Littéralement. Panhard, Peugeot, De Dion-Bouton, les premières courses, les premiers brevets, les premières usines. On a donné au monde la DS, la 205 GTI, la Renault 5 Turbo, l'hydropneumatique. Pendant un siècle, l'ingénierie française en automobile, c'était un motif de fierté nationale. On n'était peut-être pas les plus fiables, on laissait ça aux Allemands et aux Japonais, mais on était les plus inventifs, les plus audacieux, les plus malins. Et qu'est-ce qu'on retient du moteur français le plus diffusé de la décennie 2010 ? Une courroie qui pourrit dans son propre bain d'huile, un demi-million de moteurs suspects, une enquête gouvernementale, une action collective, et des forums automobiles du monde entier, en anglais, en allemand, en espagnol, où PureTech est devenu synonyme de à fuir. Quand un Allemand tape French Car Reliability sur Google en 2026, c'est le PureTech qui sort, pas la DS. Pas la 205, le PureTech. Et ça ne se répare pas avec une extension de garantie. On a passé 50 ans à se moquer des voitures qui rouillaient. Avec le PureTech, on a inventé le moteur qui se dévore de l'intérieur directement dans son propre carter. 70 ans, 13 voitures, des petites italiennes qui fondaient sous la pluie, une Renault qu'on a comparée à un fruit, des Anglaises assemblées entre deux grèves, des berlines high-tech qui transformaient leurs propriétaires en bêta-testeurs involontaires, et un moteur moderne qui a trahi la confiance de centaines de milliers de conducteurs. Ce qui relie toutes ces voitures, au fond, c'est la même histoire. Un constructeur qui promet, un acheteur qui fait confiance, et quelque part entre l'usine et la route, quelque chose déraille. La qualité, l'ambition, l'honnêteté, ou les trois en même temps. J'ai forcément oublié des modèles, et j'ai forcément mis une voiture que vous avez adorée. Alors dites-le moi en commentaire, l'année, le moteur, et la panne qui vous a vacciné à vie. Ou défendez votre voiture si vous pensez qu'elle n'a rien à faire dans ce classement. Et surtout, dites-moi si ma numéro 1 est méritée, ou si une autre voiture aurait dû prendre sa place. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine, parce qu'on n'a pas encore parlé des moteurs diesel les plus dangereux, ni des boîtes automatiques qui ont ruiné des familles entières. On se retrouve très vite.